Salut à tous et bienvenue dans ce 11e épisode du Keiritsu Podcast, deuxième épisode du micro-podcast Keiritsu où on traitera aujourd'hui de la contextualisation du niveau de performance en force athlétique tout au long d'une saison. Je suis tout seul aujourd'hui pour parler de ce sujet-là. Donc on va traiter de plusieurs thématiques, notamment le niveau de performance au sein d'un microcycle. Ensuite, on va élargir l'entonnoir basé sur un mésocycle, puis un macrocycle, puis une saison. Et après, on parlera d'autres petites choses qui peuvent venir influencer tout simplement votre niveau de performance et comment se rendre compte si ça vient de la progression et que c'est quelque chose de calculé ou est-ce que ça vient tout simplement d'autres choses, potentiellement la récupération ou autre chose. En tout cas, on va traiter un peu de tout ce sujet en long, en large, en travers sur un petit podcast d'une quinzaine de minutes. Donc on va commencer par s'intéresser au niveau de performance tout au long d'un microcycle. Alors déjà, qu'est-ce qu'un microcycle? Un microcycle est une semaine d'entraînement, d'accord. Généralement, on va se baser sur une base de 7 jours, mais on peut voir en bodybuilding des fois des semaines qui peuvent aller jusqu'à 9, 10, 11 jours, sur lesquels on va répartir plusieurs entraînements. Par exemple, pour les athlètes qui ont besoin d'une grosse fréquence d'entraînement. En force athlétique, généralement, on va se baser sur une semaine de 7 jours, une semaine annuelle tout simplement, afin de mieux gérer le calendrier de la saison tout simplement, étant donné qu'on n'a pas besoin non plus d'une fréquence folle, en tout cas pour la plupart des gens. Donc voilà. Donc au sein des microcycles, on va généralement, en tout cas pour cette façon de programmer, on va généralement retrouver différents jours d'entraînement. On va avoir le jour secondaire, le jour primaire, s'il y a besoin un jour tertiaire, un jour ternaire, etc., etc. On peut aller des fois, par exemple, pour le bench, jusqu'à grand maximum 6 jours de bench dans la semaine, pour les athlètes ayant un bench avec un gros pontage, par exemple. Et donc, il faut savoir contextualiser. Et pour savoir mentalement et pour savoir reconnaître si c'est quelque chose de normal ou pas, est-ce que mon niveau de performance sur ce jour-là est cohérent avec ce que l'on veut? Forcément, pour expliquer un peu quel jour sert à quoi dans une programmation comme ça, on aura le jour primaire qui sera le jour le plus important de la semaine, tout simplement parce que c'est là où on va essayer de performer, c'est le jour primaire, donc on va prioriser la performance tout simplement. On aura ensuite le jour. Donc le jour primaire est un jour où il y aura potentiellement plus de lourd, plus d'intensité, un rep range qui sera peut-être un peu moins élevé. On aura ensuite le jour secondaire, qui sera généralement un jour avec un volume d'entraînement un peu plus élevé, une intensité un peu moindre également. Encore une fois, tout est relatif, ça dépend du cas de l'athlète. On aura potentiellement une spécificité, du coup, en réponse à ça, un peu moins élevée également. Et on se dira, au fur et à mesure qu'on s'éloigne donc du jour primaire en termes d'importance de jour, au fur et à mesure, la spécificité diminue, le rep range potentiellement, encore une fois, ça dépend des athlètes, mais va augmenter, et l'intensité diminuera en retour. Alors il faut se dire que dans un microcycle, donc dans une semaine d'entraînement, ce qu'on veut, c'est être performant tel jour. Comme on approche d'une compétition, on veut être performant tel jour de la compétition. Par exemple un samedi ou un dimanche selon la date de compétition. Donc, le jour secondaire, le jour tertiaire et tous les autres jours vont permettre en fait de créer une fatigue suffisante à la performance sur le jour primaire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé avoir un niveau de performance extrêmement élevé sur les jours secondaires ou les jours tertiaires. Si c'est le cas, ou vous êtes des monstres, ou c'est qu'il y a un problème dans l'organisation de vos jours ou dans votre récupération. Mais la récupération, on verra ça tout à l'heure. Donc en fait, votre niveau de performance le plus élevé est censé se trouver sur votre jour primaire. Ça, votre coach normalement vous le dit si vous en avez un. Votre jour primaire, vous êtes censé être très fort dessus. C'est le but. D'accord. Encore une fois, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais ça on le verra par la suite quand on élargira l'entonnoir encore une fois. Donc, il faut savoir que sur un jour secondaire, votre niveau de performance est plus élevé que sur un jour tertiaire, qui est plus élevé que sur un quatrième jour, qui est plus élevé sur un cinquième jour, etc. Donc en fait, tous les jours seront là pour être forts sur le jour primaire, mais au fur et à mesure que vous vous rapprochez du jour primaire en termes d'importance de jour, votre niveau de performance est censé être de plus en plus haut. Par exemple, sur un squat, quelqu'un qui aura 2 squats par semaine, il va arriver sur son premier squat de la semaine si c'est son jour secondaire, et il doit pas être fracassé, mais en tout cas, il ne doit pas avoir un niveau de performance égal ou supérieur au jour primaire. Parce que justement, ce jour secondaire-là servira de tremplin, en fait, tout simplement, servira à créer un tremplin de fatigue, un tremplin de performance pour le jour primaire, tout simplement.
Donc voilà, ça c'était la contextualisation au niveau de forme, au niveau d'un microcycle. Ensuite, on va s'intéresser maintenant au niveau d'un mésocycle. Qu'est-ce qu'un mésocycle? Tout d'abord, un mésocycle est un ensemble de semaines d'entraînement, donc un ensemble de microcycles qui donnera, généralement on appelle ça un bloc d'entraînement en force athlétique. Donc un bloc d'entraînement est un mésocycle. Donc généralement, on part sur une base entre 3 et 6 semaines. On va ici s'intéresser à un bloc de 4 semaines, c'est vraiment le standard. Et donc, on va découper ça. Généralement, donc sur 4 semaines, on va laisser de côté du coup les jours primaires, etc. Mais on est censé avoir un deload, s'il y en a, d'accord, parce qu'il faut bien récupérer du bloc précédent, donc du mésocycle précédent. Un peu comme sur un microcycle où on est plus faible en début de semaine, sur un mésocycle, on est censé être plus faible sur le deload. Donc si c'est le cas si le coach le fait comme ça, sur le début de bloc. Vous avez des coachs aussi qui vont le mettre en fin de bloc. Peu importe en fait, peu importe où ça se trouve, selon la personne, par exemple chez les femmes qui auront leur menstruation, généralement ça peut même arriver en milieu de bloc. Encore une fois, ça dépend vraiment de la personne, mais le but étant de récupérer. Si on a beaucoup de fatigue engendrée et qu'on a besoin d'un deload, c'est qu'on ne va pas être performant sur ces semaines-là. Donc en fait, en début de bloc, c'est normal d'avoir un niveau de performance assez bas. C'est-à-dire que si vous commencez votre bloc et que vous avez un niveau de performance plus élevé que sur votre semaine précédente, si vous aviez par exemple, imaginons que vous aviez un doublé RPE9 sur votre fin de mésocycle précédent, donc la semaine précédente sur votre jour primaire, vous aviez fait 200 au squat en doublé RPE9 et que là vous arrivez première semaine, premier jour primaire, en deload, vous êtes censé faire un RPE 5, 6, j'en sais rien, et vous sortez une performance plus élevée, je vous dis une bêtise, 200 RPE 6, c'est qu'il y a un souci dans votre programmation, ou dans votre récupération, encore une fois, mais c'est qu'il y a un souci dans votre programmation, et que potentiellement, votre bloc, la longueur de votre bloc est trop courte, et que peut-être opter pour un bloc de 5 semaines, pour justement être plus fort sur la semaine 5, donc qui est la semaine 1, serait potentiellement intéressant. Encore une fois, il y a d'autres possibilités, la gestion du volume d'entraînement sur sur la semaine, etc. Potentiellement besoin de plus de fatigue dans une semaine pour être performant. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en compte, mais généralement, ça va être une des idées à exploiter pour être fort sur son bloc de FA. Donc voilà, donc en début de bloc, on est censé être beat up, donc totalement fracassé, bien sûr dans une moindre mesure, ça dépend de la contextualisation, ça dépend du contexte du bloc là, mais en tout cas on est censé être plus fatigué que sur une fin de bloc. On est vraiment censé sentir les retours de fin de bloc où on a mangé potentiellement au volume plus haute intensité, et donc on est censé être moins fort. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la fin de bloc, donc de la 4e semaine, on va avoir notre niveau de fatigue qui va diminuer, puis réaugmenter pour justement créer de la performance. Donc, pour créer des adaptations, pardon. Donc voilà, en fait, vous allez récupérer généralement, c'est sur la première, deuxième semaine, vous allez récupérer du bloc précédent. Encore une fois, ça dépend de l'intensité que vous avez mis sur le bloc d'avant. Mais généralement, au moins sur la première, puis sur la deuxième, s'il y en a besoin, vous allez récupérer. Et vous allez avoir votre niveau de performance qui va remonter à partir de la deuxième semaine pour aller rechercher quelque chose de plus important sur la fin de bloc prochaine. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire qu'en fait, vous atteignez votre pic de performance. En tout cas, le but, en tout cas, ça dépend de la façon de coacher de votre coach et de la façon de faire. Généralement, il en discute avec vous. Vous êtes censé atteindre votre pic de performance en tout cas du bloc, de ce qui est visé, sur votre dernière semaine, en tout cas sur la semaine avec la plus haute intensité. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose potentiellement à revoir, ou dans votre récupération et dans vos protocoles extérieurs, ou à ce moment-là, c'est dans la programmation, il faut voir ce qui a changé tout simplement. On va s'intéresser maintenant à un macrocycle. Déjà, qu'est-ce qu'un macrocycle? À la même chose qu'un mésocycle, où là c'était un ensemble de semaines, là on va se trouver sur un macrocycle, qui est un ensemble de mésocycles, donc un ensemble de blocs d'entraînement, donc un ensemble d'ensemble de semaines, ce qui va composer plus ou moins une période. Je vous donne l'exemple d'une préparation de compétition. Le macrocycle va être un macrocycle de prépa, par exemple, qui va durer 3, 4, 5 mois, ça va dépendre encore de la personne. Ou un macrocycle hors saison, qui sait. Encore une fois, ça dépend de est-ce que votre coach différencie les différentes phases, est-ce qu'il emboîte les choses dans des macrocycles? Généralement oui.
Mais généralement, un macro cycle, ça va être première chose, du deload de fin de macro cycle jusqu'à votre pic de performance fin de macro cycle, tout simplement. Mais ça, on va y venir. Du coup, à la même chose que sur un mésocycle, vous êtes censé, en tout cas pour la plupart du temps, arriver sur votre début de macrocycle. Encore une fois, ça dépend de ce que vous aviez avant. C'est une généralité qu'on fait ici. Arriver moins fort sur votre début de macrocycle que sur votre fin de macrocycle, ce qui est normal en fait, parce que vous récupérez de l'intensité plus ou moins haute que vous avez eue sur le bloc d'avant, enfin sur le macrocycle d'avant, en tout cas sur le dernier bloc du dernier macrocycle que vous aviez à côté, pour être derrière plus fort, justement, au fur et à mesure des mésocycles. Donc le but étant d'augmenter, imaginons vous commencez avec un triplé RPE6 sur votre première semaine du premier mésocycle, de votre macrocycle, vous êtes censé être moins fort que sur votre single RPE9 dernière semaine de macrocycle, de mésocycle, etc. Ce qui est normal. Imaginons que vous sortez un triplé RPE6 à 180 au squat. Le but, c'est de sortir une single RPE9 à 220 au squat derrière. Potentiellement. Encore une fois, ça dépend. Donc, ça revient à la même chose qu'en mésocycle, donc on va pas s'attarder là-dessus. On va voir maintenant par rapport à une saison. Sur une saison, quand est-ce qu'on est censé être fort, quand est-ce qu'on est censé être, entre guillemets, nul, donc moins fort. Alors, premièrement, on va s'intéresser aux périodes de préparation compétition, en tout cas pour les compétiteurs, ou en tout cas pour les personnes, généralement, même quand vous n'êtes pas compétiteur, vous préparez des tests de max, des mock 8, si jamais il y en a, des compétitions pour les compétiteurs. Pour la plupart du temps, on va essayer d'arriver à notre niveau, à notre prime en tout cas de pratique lorsqu'on va arriver à la compétition, parce que le but étant de sortir le plus gros total possible, tout simplement. Et donc pour ça, le niveau de fatigue engendré par votre préparation sera tellement élevé afin d'atteindre un niveau de préparation, un niveau de performance tellement élevé que derrière vous allez devoir récupérer de cette préparation-là. Parce que oui, c'est ce qu'on peut appeler un picking si le picking a lieu, parce que même s'il n'a pas lieu, il y aura quand même beaucoup de récupération due à la haute spécificité, haut volume, etc. Mais s'il y a un picking, vous allez mettre encore plus de temps derrière à récupérer, ce qui est normal, parce que le picking est là à but de performance, donc c'est une période d'affûtage. Donc, si derrière vous sortez un gros niveau de performance, vous allez récupérer de votre prépa, plus de votre picking, plus de votre compétition, et généralement, avant de récupérer un niveau plus ou moins similaire, vous pouvez mettre plus ou moins 1 ou 2 mois de récupération. Encore une fois, ça dépend de la surcompensation que vous avez cherché sur votre picking. Donc, quel niveau de fatigue vous avez engendré sur le picking pour qu'il et combien de temps tout simplement on va mettre à récupérer de ce picking-là. Encore une fois, ça c'est très dépendant des athlètes et généralement ça ne se trouve pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des généralités. Par exemple, un bench va être plus facile à récupérer. On peut récupérer un niveau de bench plus ou moins similaire en 1 à 4 semaines, mais par exemple, au fur et à mesure qu'on s'éloigne, un squat, on peut récupérer entre 2 et 6 semaines, comme un soulevé de terre, pardon, on peut récupérer au fur et à mesure entre 4 et 12 semaines après, par exemple. Ça dépend vraiment de la personne, de la charge qu'elle va mettre. Généralement, les gros gabarits, la récupération sera encore plus longue, étant donné que les charges soulevées sont encore plus longues. Et en fait, les dégâts ne sont pas que nerveux, mais ils sont aussi physiologiques, donc c'est-à-dire pas vraiment physiologiques, mais tissulaires. Donc en fait, forcément, plus la charge est élevée, potentiellement, plus votre corps prend tarif, et donc plus derrière vous devez récupérer, donc plus votre période de récupération sera longue. Et donc, oui, certes, vous avez un niveau de performance qui est maximal euh, à la compétition, et même généralement 2, 3, 4 mois avant, parce que vous êtes dans une période de prépa, donc vous avez préparé votre corps, et donc forcément vous êtes sur une période de force maximale, entre guillemets, mais derrière, toute la prépa, généralement les 3 prochains mois, vous aurez un niveau de performance qui ne sera pas du tout égal à ce que vous avez pendant votre picking. Ou alors c'est que vous êtes débutant et que votre niveau de performance augmente tellement rapidement, votre niveau de performance augmente tellement rapidement que vous rattrapez en fait vos performances en 1, 2, 3, 4 mois, des fois. Ce qui est quelque chose de très bien, mais ce qui n'est pas quelque chose qui peut arriver chez un avancé qui prend plus ou moins 5 à 10 kilos par an sur un mouvement, ou entre 5 et 15 kilos par an sur un mouvement. Parce que en fait, il va mettre 1 an à avoir un niveau de performance qui sera plus élevé en construisant
En tout cas, en se focusant sur des qualités différentes de ce qu'il a fait sur la prépa. Du coup, une fois cette période de fatigue passée, vous allez, généralement, vous avez des gens qui vont appeler ça du hors-saison, ou pas. On en a déjà parlé dans un ancien podcast, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, euh, avec Ryan Planty. Donc, si vous faites un hors-saison, ou peu importe comment vous l'appelez, généralement vous aurez une spécificité qui sera un peu moins élevée, ou en tout cas des focus qui seront différents sur cette période-là, pour compenser en fait ce que vous n'avez pas fait, ou en tout cas les lacunes que vous avez, pour être potentiellement plus fort derrière. D'accord? Donc, votre niveau de performance, avec moins de spécificité, potentiellement un volume moins élevé, potentiellement plus une intensité un peu moins élevée aussi, généralement, on ne peut pas faire des miracles et votre niveau de performance sera moins bon. Par contre, il faut savoir différencier. Si vous arrivez à sortir des performances égales ou très proches de ce que vous faites en picking hors saison, en ayant une spécificité moins élevée, plus en tout cas des variables qui soient moins avantageuses pour la performance, et que vous arrivez à sortir une performance très proche, voire égale, c'est potentiellement, même quasi sûr, que sur une période de préparation, grâce aux adaptations que vous aurez faites du coup pendant ce entre grandes guillemets hors saison, euh, vous sortiez des performances qui soient beaucoup plus élevées, voire en tout cas plus élevées que ce que vous aviez fait. Parce que vous êtes arrivé à un même niveau de performance sans préparation par rapport à ce que vous avez fait en préparation. Donc quand vous ajoutez le entre guillemets picking, en tout cas la période de préparation, vous obtiendrez un niveau plus élevé, ce qui est normal. Donc il faut savoir en fait, il faut savoir comprendre toute cette organisation au fur et à mesure de l'année qui donne des niveaux de performance différents. Et je pense que c'était quelque chose d'assez important à, d'assez important à étudier. Parce que beaucoup de gens, surtout en sortie de compétition, en sortie de prépa, quand ils ont sorti des grosses performances, vont totalement se décourager, en fait, n'auront pas la mentale suffisante, en fait, pour se dire, c'est normal, il faut retravailler, je n'aurai pas le même niveau de performance tout de suite, mais en tout cas, le but, c'est de le retrouver, et même d'aller chercher plus haut. Et ça, c'est quelque chose qui est dur, parce que quand on sort de compétition, qu'on se retrouve, qu'on a fait, j'en sais rien, 250 au squat, et qu'on se retrouve à galérer avec 210, 220, et bah, dans un sens, c'est normal, c'est voulu, parce qu'on peut pas être fort 100% de l'année, mais il faut juste savoir, en fait, tryhard, continuer, continuer à pousser jusqu'à ce qu'on retrouve un niveau de performance supérieur ou égal. Tout simplement. Donc, quels sont les facteurs autres que la programmation qui vont influencer sur votre niveau de performance? C'est la même chose sur laquelle on revient à chaque fois sur chaque podcast, parce que pour nous et pour, je pense, la plupart des coachs, quelque chose d'extrêmement important, ça va être les facteurs externes. Donc tout ce qui va être externe, votre activité physique, le stress mental et physique, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil et tout ça. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va venir influencer votre niveau de performance. L'alimentation, forcément, si vous perdez du poids ou vous en prenez, votre niveau de performance va varier. L'hydratation, si vous êtes en plein été, que vous ne vous hydratez pas, vous n'arriverez pas à maintenir un niveau de performance suffisamment élevé, parce que vous ne fournissez pas à votre corps les ressources suffisantes pour être performant, tout simplement. Le niveau de sommeil, parce que forcément chacun dort plus ou moins un nombre d'heures. Si vous dormez une heure de moins, vous serez potentiellement moins performant. Si vous dormez une heure de plus, vous serez peut-être plus ou moins performant aussi. Encore une fois, plus de sommeil n'est pas forcément toujours la bonne solution. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que si vous faites une mauvaise nuit de sommeil, ou que vos facteurs externes ne sont pas optimaux, et que vous vous étonnez et que vous voyez que vous avez une mauvaise performance à l'entraînement, alors à ce moment-là, il faut d'abord remettre en cause ces choses-là et se dire, ok, je vais essayer d'arranger ça, essayer de faire en sorte que d'avoir des meilleurs facteurs externes pour que derrière l'entraînement se passe bien. Si par contre, au bout d'un certain temps, avoir des facteurs externes plus ou moins bien calibrés et qu'on se rend compte que le problème est toujours là, à ce moment-là, il faut discuter avec son coach, dire, ok, là j'ai un problème à ce niveau-là, ça n'y a pas de les facteurs externes parce que puisque je les ai calibrés. Alors à ce moment-là, on fait un changement sur la programmation, on regarde qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et tout simplement, on retrouve des schémas, des patterns de programmation qui vont marcher, et on relance une progression tout simplement. Des périodes de bas, de haut, même des périodes de stagnation, même quand il faut
être performant, ça arrive tout au long d'une pratique. Quand on a 5-10 ans de pratique, que ce soit en musculation ou en FA, on a des plateaux, c'est normal. Même des fois, en 1 an, 2 ans, on peut pas progresser de manière linéaire toute sa vie. Parce qu'on voit beaucoup de nouveaux arrivants en FA, parce que la FA est devenue un peu un effet de mode depuis 1 ou 2 ans. On voit beaucoup de gens en fait qui ont une grosse progression, et puis après, une fois que le plateau arrive, ces personnes, on ne les voit plus. Forcément, parce que quand on a les newbie gains, un peu comme ce qu'on a en début de pratique en musculation, c'est très facile, parce qu'on mentalement, on voit que ça progresse, on est content. Par contre, une fois qu'il y a ce plateau-là, et qu'on est tout seul, parce que la plupart des pratiquants sont tout seuls malheureusement, et ben on voit beaucoup de personnes qui malheureusement arrêtent leur pratique à cause d'une stagnation qui aurait pu être évitée ou qui aurait pu être relancée tout simplement par un peu plus de connaissances, un peu plus d'expérience. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là aussi, nous coachs, que ce soit nous ou que ce soit d'autres coachs, justement pour trouver qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et quelles sont les pistes à essayer. Bien sûr, comme on a dit, des périodes de stagnation, ça arrive, c'est normal, c'est une chose à prendre en compte. Il y en aura plusieurs, plein. Le but, c'est les esquiver, en tout cas, en tout cas de stagner puis de repartir. Tout simplement. Voilà, donc on a fait plus ou moins le tour de la contextualisation du niveau de performance. Donc c'était le deuxième épisode du micro-podcast Kiritsu. On se retrouvera bientôt avec mes autres comparses pour faire un nouveau podcast, cette fois-ci un petit peu plus long, potentiellement avec de nouveaux invités également. Voilà, donc n'oubliez pas qu'on propose des services en suivi personnalisé journalier, donc pour vous suivre tout au long de votre progression, relancer votre progression justement, et vous montrer comment contextualiser votre performance et comment tout simplement performer. On arrive sur une période de compétition, notamment avec les championnats de France qui se rapprochent, donc si jamais vous n'avez pas de coach, n'hésitez pas à nous contacter, on pourrait très bien faire un premier appel gratuit, histoire de mettre en place vos objectifs, et de vous donner quelques conseils, et pourquoi pas derrière démarrer un suivi. On propose également quelques programmes à disposition gratuitement, vous permettant de commencer l'AFA en étant plus ou moins suivi par un programme. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, et on se retrouve à la prochaine pour le prochain épisode.